J'entends le saxophone. T'as pas ramené tes instruments, Lucie? Alors non, en général, je suis un peu handicapée par l'instrument. Donc voilà, il faut la voiture pour le transporter. Bonjour à tous, avant de passer la parole tout de suite à Lucie, je vais vous embêter 5 minutes avec un discours un peu administratif. Alors cette visite est organisée par le service de l'architecture et du patrimoine de la ville de Soissons. On travaillait jusqu'alors et depuis 1988 exactement, date à laquelle Soissons a été labellisée ville d'art et d'histoire par le ministère de la Culture à l'échelle uniquement de la ville de Soissons. Et depuis 2-3 ans maintenant, on travaille dans un projet d'extension de ce label à l'échelle de l'agglomération, donc à l'échelle des 27 communes autour de Soissons, pour devenir pays d'art et d'histoire. Donc on espère, pour tout vous dire, on espère devenir pays d'art et d'histoire d'ici 2026. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous sommes là aujourd'hui. En fait, on organise des visites, des ateliers un petit peu partout sur les communes de l'agglomération tout au long de l'année. Et encore plus en été, c'est nos visites estivales, donc vous avez toute la programmation à l'intérieur de nos petites brochures. Donc voilà, donc aujourd'hui on est à Crouy, hier on était à Sémont, la semaine dernière on était à Pommiers avec une visite sur l'eau. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, sur toutes les thématiques à l'échelle de Grand Soissons. Et on travaille notamment là en ce moment, pour tout vous dire, à la programmation des Journées du patrimoine qui auront lieu le 20 et le 21 septembre à venir. Et bon, et je vais laisser la parole à Lucie parce que donc dans le service on travaille avec des guides conférenciers qui sont donc nos guides certifiés par le ministère de la Culture pour nous guider donc sur les monuments historiques, dans les monuments commémoratifs, publics, etc. Mais aussi pour créer de nouveaux parcours comme aujourd'hui. On est véritablement sur une création donc sur laquelle Lucie a travaillé. Voilà, merci de venir suivre ma visite. Je suis ravie donc de vous accueillir à Crouy pour cette visite dans laquelle je vais vraiment m'intéresser à l'épisode de la bataille de Crouy en janvier 1915 et à l'occupation du village pendant toute la période de la guerre. L'idée, c'est de vous expliquer un peu les tenants et aboutissants de la bataille, de ce qui s'est passé pendant toute cette période, en vous montrant différents endroits qui peuvent être des points clés de la bataille, mais je ne vais pas vous emmener en haut de la côte. D'accord ? Je ne vais pas vous emmener sur le plateau, parce qu'on s'était dit que c'était peut-être un petit peu intense de monter par un des chemins, mais on vous invitera à monter ensuite. Après, vous pourrez le faire à pied ou en voiture, on vous montrera par où vous pourrez monter. Voilà, moi l'idée c'est vraiment d'expliquer la bataille, d'expliquer ce qui va se passer, et après je remonterai par le cimetière pour vous expliquer un peu justement toutes ces nécropoles qu'on peut avoir un peu partout dans notre région, qui est la région la plus dévastée, soit dit, du territoire français. Voilà, donc Crouy, village martyr, on peut le dire, vraiment c'est un village qui a vraiment été très soumis à cet épisode de la Grande Guerre, et notamment de cette bataille de Crouy donc, qui a eu lieu du 8 au 15 janvier 1915 entre principalement les armées, les troupes françaises et les troupes allemandes. Voilà, donc on va avancer un petit peu dans ce village donc, qui a été intégralement reconstruit, on peut le voir, il y a assez peu, oui, on va passer à l'arrière. Et d'ailleurs, il y a le département de l'Ain qui a aidé voilà. la commune parce qu'il ne restait plus rien du tout. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça là. Oui, physiquement, géologiquement, les points d'intérêt en fait, allemands ou français, de s'installer ici, donc par rapport aux Creutes. Là, ici en bas, vous avez parlé des maisons. J'ai parlé, et puis j'ai expliqué, j'ai montré qu'on était pas mal sur que tout ce qu'on voyait dans le paysage, c'était de la reconstruction. On avait de la maison de reconstruction parce que le village a été détruit dans son intégralité. Oui, à l'après-guerre, avec les dommages de guerre d'ailleurs. Voilà. Alors, donc ce qui est important, c'est, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'avancée du front et comment les Allemands sont intervenus sur le territoire français. Ça c'est important pour pouvoir ensuite vous expliquer la bataille. Donc en fait, ce qui se passe, donc, c'est on va avoir l'attentat de Sarajevo, avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, qui va enclencher les alliances et les ententes et qui va être l'élément déclencheur de cette Première Guerre mondiale.
Et donc, on appelle, voilà, on appelle toutes les armées et on a un début de conflit qui va commencer au mois d'août 1914. Et les Français, en fait, attendent les Allemands sur le front de l'Est. Ils les attendent globalement entre l'Alsace, la Moselle, la Lorraine. Et les Allemands, que font-ils? Ils arrivent par la Belgique, voilà, et le Luxembourg. Et donc, en fait, ils font une avancée absolument fulgurante. Donc, le front, donc je l'ai ici sur cette carte-là. L'image des Allemands qui est très intéressante parce qu'ils s'arrêtent, en fait, ils sont arrêtés, ils vont jusque Meaux hein, quand même. Donc, l'idée, évidemment, c'est toujours la même idée que la guerre de 1870. On est marqué par cet épisode, on veut avancer à Paris. On veut occuper la ville de Paris comme en 70 pour pouvoir reprendre en fait évidemment la ville chef, la ville capitale du territoire français. Donc on avance assez loin, donc jusqu'ici, jusque Meaux. Et en fait, ce qui va se passer, donc les Français sont assez en fait pris de court, si ce n'est presque désorganisés. On s'attendait pas à ça en fait. Et ce qui va se passer, c'est que on va réussir à prendre de l'autre côté de cour les Allemands par le côté est. Donc notamment avec ce qu'on appelle la bataille de la Marne et les fameux taxis, hein, les fameux taxis de la Marne. Donc on va envoyer les soldats par taxi jusque sur les sites de la Marne, qui voient une bataille d'une quinzaine de jours, même pas, et qui voient une victoire française. Et donc là, les Allemands sont stoppés, le front recule. Et donc, ils reculent aussi sur la vallée de l'Aisne, donc ils étaient un peu plus bas, plus vers Dormans, Château-Thierry. Et donc ils vont remonter sur la vallée de l'Aisne et vont arriver dans le village de Crouy dès le 1er septembre. Voilà, et il y a l'abbé en fait du village, l'abbé Legrand, qui en fait a témoigné. Et ils ont vu arriver les Allemands. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le village, il est encore occupé par les habitants. Il y a tous les habitants du village qui sont dedans. C'est vous dire que les gens sont pris de court. On ne s'attend pas à ça. On ne s'attend pas du tout à ça. Donc, 1er 2 septembre, on voit arriver les Allemands et ils commencent à s'installer. Donc là, il commence à y avoir un petit peu des échanges de tirs, quelques morts déjà. Hein, il y a déjà quelques soldats qui sont faits prisonniers, qui sont tués. Et en fait, ils vont se stabiliser dans les Creutes, au-dessus de Crouy. Donc les Creutes, hein, je rappelle, Creute, le mot Creute veut dire grotte. Et Crouy, l'étymologie même du village de Crouy, c'est, alors que je dise pas de bêtises, je redis, je prends mes notes, excusez-moi, hein, c'est ma première visite. Crouyacoum veut dire Creute. Donc c'est le village des Creutes. C'est un village où on avait déjà beaucoup d'exploitation, d'extraction du calcaire. Donc les Allemands vont s'installer là. Et ça s'écrit comment? Alors, de la bonne étymologie. Moi j'aurais tendance à l'écrire sans O. Oui. C-R-U-I-A-C-O-U-M. Et lui il écrit C-R-O-U-I-A-C-O-U-M. Oui. Voilà. Pour moi, l'étymologie actuelle, on l'écrit plus juste C-R-U-I. Voilà. Qui voudrait dire Creute. Voilà. Et en fait, suite à la bataille donc, de la Marne, les Allemands donc, mettent un peu du temps à se remettre de cette bataille, évidemment. Et donc on va avoir un positionnement donc, des Allemands sur la crête nord et plutôt un positionnement des Français plus au sud, au niveau de Nouvron, Vingré, Vauboin, hein, qui sont de l'autre côté de la ville de Soissons, mais la ville elle est entourée. Hein, de toute façon déjà des belligérants, mais je précise, et ça me porte à cœur de le dire, les civils sont là. Voilà, et ils ont été là pendant longtemps. Il y en a beaucoup qui ont été évacués, mais il y en a beaucoup qui sont restés là, notamment pendant la bataille de janvier. Donc les gens, dès septembre, ont commencé à se planquer dans leurs caves. Donc déjà, ils avaient des caves, parce qu'on est à flanc des plateaux, donc on peut avoir des caves. Quand on est plus bas, il y a peut-être moins de caves. Plus on monte sur les plateaux, et là je pense à des villes comme Laon qui elles peuvent avoir trois niveaux de galeries les unes au-dessus des autres, plus on va avoir de caves, plus on va avoir de zones de réserve. Donc les gens vont se planquer et on a des photos de ces gens qui vivaient dans leurs caves. Voilà,
et les Creutes, les gens ne pouvaient pas vraiment vivre dedans parce que les Allemands s'y étaient installés, les Allemands ou les Français, hein, voilà. Et donc va intervenir cette fameuse bataille de janvier 1915, qui est la bataille de Crouy, qu'on appelle plus communément l'affaire de Soissons. Voilà, pourquoi? Parce que cette bataille est une défaite française. Donc ils sont un peu aidés par les Britanniques. En fait, ce que veulent faire les deux généraux, Monori et le général Berthelot, donc le général Monori, c'est le général de la 6e armée, et le général Berthelot, c'est le général du 5e groupe de la division de réserve. En fait, ils vont décider d'attaquer par le bas les Allemands. Mauvaise idée, voilà. Attaquer par le bas, non, voilà. Et on s'est rendu compte dès 1915, voire dès 1914, que d'attaquer par le bas, ici, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Donc, on décide le 8 janvier de faire une attaque surprise, qui fonctionne assez bien. Donc, 8 janvier, début de vraiment de l'attaque française, qui arrive à faire reculer les Allemands de 2 tranchées. Hein, on a déjà des tranchées qui sont à flanc du plateau. Ils les prennent par surprise, ils sont fatigués suite à la bataille de la Marne. En plus, il y a des problèmes de ravitaillement, justement, avec les plateaux qui sont difficiles d'accès. Donc, ils ont faim. Donc, les Français réussissent à les faire reculer. 9 janvier, échange de tir. Je précise, les Crouilliens sont toujours dans le village. Donc, les Français sont dans le village. Ils se retranchent dans le village, ils se barricadent dans le village, donc imaginez le drame. Voilà, on commence à avoir de grosses destructions. 10 janvier, 11 janvier, 12 janvier, pire moment, 11 et 12 janvier pour l'armée française, parce que qu'est-ce qui se passe? Les Allemands se voient aidés de 12 bataillons. 12 bataillons qu'on dit frais, entre guillemets. Frais, ça veut dire qu'ils sont tout jeunes, tout neufs, tout beaux, et ils sont 13 000. Donc on a 13 000 soldats allemands qui interviennent pour aider les bataillons sur la côte 132. Donc en plus on essaie d'attaquer par l'est, on essaie d'attaquer par le nord, on essaie d'attaquer d'un peu partout. Donc il y a des moments de reprise, il y a des moments de perte, etc. Évidemment, on a 4400 Français, d'accord, on a 4 bataillons français contre une quinzaine de bataillons allemands. Du point de vue du nombre, c'est pas possible en fait. Ils peuvent pas y arriver et donc ils perdent la bataille. Ils avaient un peu avancé sur les pentes, ils sont obligés de reculer. Donc il y a plusieurs prises allemandes. Ils réussissent le 12-13 janvier à prendre la verrerie de Cuffy, hein, donc ça va jusque Cuffy, hein, le front, et le château Saint-Paul que les Français réussissent à sauver. Enfin sauver, c'est un bien grand mot, parce que quand on voit les photos d'après-guerre, en fait le château a disparu, bien sûr, mais donc ça voit un nombre de morts extrêmement important. Donc alors on n'a pas vraiment chiffré les morts civiles, c'est toujours le problème, hein. Mais au niveau des morts militaires, on est entre le chiffre bas c'est 12 500 et le chiffre haut c'est presque 15 000. 15 000 morts et disparus. Chez les Français, 5 000 prisonniers, et chez les Allemands, environ 5 000 décès. Voilà, donc c'est énorme. C'est énorme, c'est plus que la bataille de la Marne en fait. Là on a une vue, alors attendez que je vois, oui on voit à peu près, on a l'Aisne qui est là. On voit le front, là sur cette image-là, on voit le front qui s'est stabilisé. Donc là, à partir de ce moment-là, à partir de 1915, le front est stabilisé, hein. Et le front, il est stabilisé sur l'Aisne. Moi, je vais passer, vous inquiétez pas, je vais passer. Voilà, donc on a, ça y est, j'ai perdu Soissons. On a Soissons qui est ici. On a le front qui se stabilise vraiment sur la vallée de l'Aisne. D'accord? Et qui montre bien à quel point, en fait, ces plateaux-là sont difficiles à prendre. Il n'y a pas que ces troupes-là qui s'étaient cassées les dents dessus, hein. Je rappelle que Napoléon a déjà eu quelques déboires en 1814 et que même César, pendant l'épisode de la guerre des Gaules, a eu quelques déboires sur cette vallée, hein. Donc, en fait, on le savait. On savait très bien que historiquement, ça a été des points stratégiques très complexes
et on s'est quand même retrouvé bloqué sur ce site-là. Alors c'est sûr qu'on n'était pas sur le même système d'armement, le même système de guerre à ces époques-là. On a en plus une modernisation des armes, de la façon de se battre, qui fait qu'on voit cette guerre d'opposition s'installer ici. Et donc quand on monte, donc là si on monte par ici, mais on ne va pas le faire, hein, je précise, on ne va pas monter en haut de la côte 132. Quand on monte, en fait, à flanc des plateaux, on voit encore pas mal les tranchées. Hein. Dès que vous vous baladez ici dans le secteur, un peu partout, hein, de toute façon dans le département de l'Aisne, voilà, vous trouvez des tranchées encore assez importantes, des lignes, hein, les unes au-dessus des autres, et après si on s'amuse à fouiller un peu dedans, on trouve très rapidement du barbelé, des débris d'obus, des choses comme ça. Enfin, si vous êtes du coin et que vous avez été enfant comme moi, vous l'avez tous fait, d'aller ramasser les shrapnels dans les champs. Et donc ce village, et c'est ça qui est aussi un point d'intérêt fort finalement, ce village, il est très marqué par les nombreux morts au moment de ces attaques. Donc là on est face à deux stèles qui sont deux soldats morts, donc morts pour la France au moment de cette bataille de Crouy, qui ont été enterrés là. Et pour lesquels on a mis des stèles. Alors ce que je n'ai pas encore réussi à savoir, peut-être vous pourrez me le dire, sont-ils encore en dessous? Je ne sais pas. Ça c'est toujours la question, j'ai lu pas mal d'ouvrages en la matière, ils ne sont pas forcément enterrés sur site. Ils peuvent avoir été déplacés, donc ça je vous expliquerai plus précisément quand on arrivera au cimetière. Ils peuvent avoir été déplacés et les familles ont fait installer des stèles. Donc là le village entretient les stèles, on a une association, vous voyez, qui entretient ces stèles de soldats, mais c'est un village dans lequel on a énormément de vestiges, de tombes de ces soldats tombés pendant cette bataille de Crouy, donc qu'on a appelé l'affaire de Soissons, parce que l'état-major a vraiment cru que la ville était perdue et que les Allemands allaient pouvoir avancer jusque Paris. Donc voilà, dans la propagande, etc., on l'appelait l'affaire de Soissons. Donc cette bataille s'est vue défaite par les Français, parce qu'ils ont attaqué par le bas. Parce qu'on avait deux généraux qui ne s'entendaient pas, ils n'étaient pas d'accord en fait sur les moments d'attaque, sur est-ce qu'il fallait des renforts, etc. Donc en gros, ils chipotaient, alors qu'il y a eu, à cause de ça, des milliers de morts. Bon après ils ont été dégradés. Hein, voilà. Il y a eu des problèmes aussi de ravitaillement. Il y avait beaucoup plus d'Allemands qui étaient beaucoup plus organisés à ce moment-là. Donc ça n'a pas aidé. Et la propagande française a dit que cette défaite était due aussi à la crue de l'Aisne. Parce qu'en plus, donc là on a un peu de pluie. Mais il fait pas trop froid. On est en janvier 1915, en fait le temps est pourri. Il pleut des trombes d'eau. Les tranchées sont remplies de flotte, les gars doivent monter en fait, les pauvres gars qui sont là, donc qui sont très peu nombreux, doivent monter les pentes, donc sous des trompes d'eau. Alors vous imaginez la boue que ça a pu engendrer, en plus on est sur des sites qui sont déjà bombardés, donc il n'y a plus grand chose, il n'y a plus beaucoup de végétation pour s'accrocher, donc c'est épouvantable quoi. Voilà, on est vraiment dans des conditions extrêmes, donc si vous voulez le refaire, je vous conseille de venir en janvier, voilà, un jour où il fait vraiment moche quoi, pour vous donner une idée de ce qu'ils ont pu vivre à ce moment-là. Et notamment, il y a quelqu'un qui l'a vécu, donc on va aller voir sa stèle, qui est l'écrivain Henri Barbus. Voilà. Et je viens de trouver un trèfle à 4 feuilles. Oh là là, c'est un signe. C'est un signe. Tenez. Merci beaucoup. Pour la commune. Je le ferai encadrer. Voilà. Le groupe du génie, ce sont des soldats qui sont envoyés avant les attaques. En général, la nuit, ils sont envoyés pour surveiller les tranchées et vous savez, pour saboter les barbelés, pour que les soldats puissent passer le lendemain plus facilement dans les barbelés. Donc les génies sont très importants, donc celui-ci s'est fait tuer certainement à ce moment-là. Et on pense pas à ça, hein, mais en plus évidemment il fallait transporter les corps si on le pouvait. Donc les corps ont été rapatriés si possible, mais les corps de première ligne en général, ils sont assez difficiles à récupérer. On va plus savoir sur les zones arrières
Là où on va avoir les infirmeries, on va pouvoir enterrer les gens blessés ou qu'on a pu amener morts. Mais c'est sur les premières lignes en général. Et pourquoi ces deux-là typiquement ici alors qu'il y en a eu des milliers de morts de soldats En fait, en général, alors quand les gars ils sont enterrés, là, c'est qu'ils peuvent avoir une importance, ils peuvent avoir un grade, ils peuvent avoir une importance pour le bataillon. Donc ceux-là, ou alors ils ont eu des actes de bravoure. Il y en a par exemple, dont les stèles sont encore dans le village, où il y en a un. Il y en a 9. Voilà. Le lieutenant Fastu. Enfin, Voilà, et il y en a un qui a tenu en fait tête aux Allemands pendant 2 heures tout seul. Il a fait descendre son bataillon et tout seul il a fini arme au poing, il s'est fait tuer par un Allemand. Et d'ailleurs l'histoire raconte que ce soldat allemand qu'il a tué a ensuite communiqué avec la famille de ce commandant. Et ils ont toujours eu des contacts apparemment épistolaires ensemble pour aller fleurir la tombe de ce gars. Enfin bon bref, voilà. C'est beau la guerre. Il y en a d'autres aussi au cimetière civil de Crouy. Il y en a d'autres au cimetière civil. Au cimetière civil, voilà. Alors pour le cimetière, je vais vraiment vous expliquer quand on arrivera dans le cimetière. Ça me porte beaucoup à cœur de vous expliquer un peu les cimetières parce que justement ça a été un moment de l'histoire de France aussi assez important, mais pas que de l'histoire de France, de l'Europe et du monde en fait, hein, parce que là on est quand même sur un empire colonial très important, donc c'est pour ça que c'est mondial, parce qu'on fait venir des mecs de partout. Et donc on a des milliers de mecs, des millions de gars qui ne sont absolument pas de ces secteurs, qui sont enterrés là, et que les gens n'ont pas pu venir pleurer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de cimetière militaire. C'était, s'ils étaient enterrés sur le champ de bataille, sur place, pour question d'hygiène, que parfois pas enterrés, les corbeaux s'en occupaient. Et puis aussi la première association d'anciens combattants, vous allez en parler un peu plus loin. Non, je vais surtout parler des cimetières, de comment on va les... Oui, en parlant de Barbus, peut-être, il a été avec d'autres, un des initiateurs des associations d'anciens combattants, voilà, dont l'ARAC, etc. J'ai montré une baraque, on voit encore, il en reste une. Une là-bas? Une là-bas, mais elle est recouverte. D'accord, on la voit pas bien. On la voit pas bien, mais on voit la forme. Les baraques de reconstruction. Oui, les baraques de reconstruction. Alors, par rapport à l'endroit où on vient de passer, comme je me suis arrêtée quand même un petit peu devant certaines bâtisses pour vous montrer qu'il y avait quand même des maisons assez modernes. Hein. On a des maisons qui datent voire des années 90 assez aisément, mais des maisons de reconstruction avec les baraques, etc. J'ai ramené quelques photos, ça c'est pour que vous ayez une idée. Hein. Avant, après, voilà, Crouy. Donc c'est la même vue, hein, la même rue, donc la route de l'An. Voilà. Voilà. Celle-ci, c'est la vue depuis la côte 132. Ça, c'est la vue du village. Donc, c'est à chaque fois une double vue, hein, d'accord? Et ça, c'est une rue du village. Je vous laisse regarder. Ça vous donne une idée. Donc, quand les gens sont revenus de l'exode, d'après la guerre, parce que c'est pas vraiment, on peut pas parler de l'exode comme celle de 40, ça a été très compliqué pour eux, rien que de savoir où était leur maison, hein, de retrouver l'emplacement de la maison. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est quand on voit les photos d'après-guerre de Soissons, on voit assez bien les tas de pierres, à Coucy-le-Château aussi, on voit assez bien, il y a des photos comme ça de la fin de la guerre, où ils ont commencé les reconstructions et où donc ils ont accumulé les tas de pierres à l'entrée en fait des maisons et sur le bord des rues pour pouvoir reconstruire les maisons. Donc vous imaginez un peu le drame que ça a pu être pour les gens d'arriver et de ne pas savoir où était l'emplacement de leur propre maison, quoi. Donc ça a été ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est l'ancienne mairesse de Coucy-le-Château m'expliquait que le village de Coucy, par exemple, a été reconstruit sur à peine 50% de sa superficie, parce que les gens qui sont revenus, les courageux qui sont revenus s'installer à Coucy, quand ils devaient reconstruire leur maison, ça coûtait 2 fois le prix d'une maison. Donc c'est pour ça que le village a été très peu reconstruit et que dans Coucy, en l'occurrence, dans Coucy Haute, hein, je parle du Haut de Coucy, quand vous êtes autour de la place de la mairie, on voit pas mal de maisons avec ce qu'on appelle des pierres d'attente. Donc vous avez un mur avec sur le côté d'un pignon des espèces de petits créneaux installés pour reconstruire une deuxième maison, mais qu'on n'a jamais reconstruit parce que, voilà, le village était trop dévasté et puis les gens ne voulaient plus revenir et n'en avaient plus les moyens. Donc je passe par ici parce que là on a une stèle d'un personnage très important
voilà, qui a vécu la bataille de Crouy en direct, qui était donc, on roule vite les gens ici, pardon, excusez-moi, voilà, ils sont dingues, qui était donc Henri Barbus. Donc Henri Barbus était écrivain. Il a été connu pour avoir écrit un texte qui lui a valu le prix Goncourt, et ce texte s'appelle Le Feu. Et Le Feu raconte justement son vécu de la Première Guerre mondiale. Donc il s'est enrôlé volontairement dans les forces françaises en 1914 à l'âge de 41 ans. Donc il n'était pas de prime jeunesse, mais il voulait pour la paix s'enrôler pour pouvoir arrêter ce conflit. Et donc il a vécu en direct de plein fouet en fait la bataille de Crouy et a fait partie des bataillons qui ont été en un sens complètement abandonnés pendant plusieurs jours par l'état-major parce qu'il n'y avait pas de relève. Et donc eux ils ont vécu, lui il a vécu la montée des pentes dans la gadoue, à devoir se planquer dans les trous d'obus, etc. Pendant plusieurs heures et à pleurer évidemment les morts de son bataillon. Donc par la suite en fait Henri Barbus s'est engagé dans le communisme, beaucoup, il est devenu donc communiste. Il avait déjà des points de vue extrêmement socialistes, il a fait partie du Front Populaire, etc. Mais il était très engagé de ce point de vue-là. Il disait c'est une guerre éminemment populaire, et c'était une guerre éminemment populaire, je suis bien d'accord avec lui. Et il a donc après beaucoup été en Russie, alors c'est pas le meilleur de ses moments, et il a d'ailleurs rencontré Staline. Et il a fini par mourir en Russie. Donc certains racontent qu'il est mort assassiné par Staline, empoisonné. Bon, c'est pas sûr, hein, parce que visiblement il était quand même malade. Ouais, mais il est mort à l'hôpital à Moscou des poumons. Enfin, voilà, on ne sait pas. C'est la version officielle. C'est ça. Et d'autres racontent que on est à peu près, c'est en 34. Non, c'est pas en 34 qu'il est mort. Il est mort en 40. Les grandes purges staliniennes, c'est 37-38. Mais bon, on a encore beaucoup de purges à ce moment-là, hein, donc les assassinats en masse, les exportations vers les goulags. Bref, il était déjà de santé fragile hein, quand il s'est engagé en 14. On voulait le mettre en base arrière en fait. On voulait le mettre sur des infirmeries, des choses comme ça. Il a refusé. Il a demandé à être en première ligne, voilà, parce que il fallait qu'il soit avec le peuple pour combattre. Et après, il s'est beaucoup engagé politiquement et ça l'a épuisé. Il était déjà épuisé de tous ses engagements préalables à la guerre. Et suite à la guerre, il s'est encore plus engagé et ça a fini par l'emporter. Donc il est mort à Moscou, il a eu des funérailles énormes, ça a été un grand émoi, son décès en France. Hein, et ces textes sont assez connus. Alors, on a Le Feu, je peux vous en lire un petit extrait si vous voulez. Donc Le Feu, c'est vraiment le texte qui parle de ce secteur, parce qu'il a vraiment vécu ça. Alors il a écrit un recueil de poésie aussi, mais c'était avant-guerre, c'est 1895, et plusieurs romans, plusieurs pièces de théâtre. Voilà, mais Le Feu, c'est ce qu'il a vraiment fait connaître. Enfouis dans nos trous jusqu'au menton, appuyés de la poitrine sur la terre dont l'énormité nous protège, on regarde se développer le drame éblouissant et profond. Le bombardement redouble. Sur la crête, les arbres lumineux sont devenus, dans les blêmeurs de l'aube, des espèces de parachutes vaporeux, des méduses pâles avec un point de feu. Puis, plus précisément dessinés à mesure que le jour se diffuse, de panaches, de plumes de fumée, des plumes d'autruche blanches et grises qui naissent soudain sur le sol brouillé et lugubre de la côte 119. À 500 ou 600 mètres devant nous, puis lentement s'évanouissent. C'est vraiment la colonne de feu et la colonne de nuée qui tourbillonnent ensemble et tonnent à la fois. À ce moment, on voit sur le flanc de la colline un groupe d'hommes qui courent se terrer. Ils s'effacent un à un, absorbés par les trous de fourmis semés là. On discerne mieux maintenant la forme des arrivées. À chaque coup, un flocon blanc soufré, souligné de noir, se forme en l'air à une 60aine de mètres de hauteur, se dédouble, se pommelle, et dans l'éclatement, l'oreille perçoit le sifflement du paquet de balles que le flocon jaune envoie furieusement sur le sol. Cela explose par rafale de 6, en file. Pan, 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 c'est du 77. On les méprise, les shrapnels de 77.
Ce qui n'empêche que Blébois ait justement été tué il y a 3 jours par l'un d'eux. Ils éclatent presque toujours trop haut. Barque nous explique, bien que nous le sachions, le pot de chambre te protège suffisamment au caberlot contre les billes de plomb. Alors, ça te démolit l'épaule et ça te fout par terre, mais ça te bousille pas, hein. Naturellement, faut te coqueter tout de même. Avise-toi de lever la trompe en l'air pendant le moment que dure la chose, ou de tendre la main pour voir s'il pleut. Tandis que le 75 à nous... Il n'y a pas que des 77, interrompit Mehdi Landré. Il y en a de tout poil. Allume-moi ça. Voilà, et j'arrête ici. Donc ça... Et il a vécu les choses ici. Oui. Oui, là. Oui, il a vécu la bataille. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de rues dans les villes, les villages qui s'appellent Henri Barbus. Alors on ne sait plus vraiment. Hein. Il a beaucoup écrit à sa femme pour dire à quel point c'était épouvantable. Alors ça, vous pouvez trouver toutes ces correspondances. Elles sont conservées à la BNF, donc vous pouvez les regarder sur Internet. Sur le site de la BNF, sur Gallica. Tout est numérisé, même ces carnets de tranchées, tout est numérisé. Bon, alors les carnets de tranchées, il faut réussir à les lire hein, quand même, hein, mais voilà, tout est numérisé, il y a vraiment tout. Il y a même ces recueils de poèmes, il y a le feu, tout a été numérisé. En fait, ces archives ont été données à la Bibliothèque nationale de France. On est en 1915 à un moment où l'état-major commence à faire taire les soldats. Hein. Où on a aussi une propagande sur les zones arrières où on bloque les lettres, quoi, pour que les gens, les femmes ne sachent pas à quel point c'est une épouvante. Hein. Voilà, et on a toute une propagande qui se met en place. La censure. Voilà, une censure. Oui, on filtre énormément et donc les gens n'étaient pas forcément au courant. Les premières... on va dire, les premiers gros scandales, ils ont lieu ici. On a les fusillés de Vingré, hein. Hein, voilà, qui sont eux fusillés pour recul face à l'ennemi, alors que c'était pas du tout de leur faute. C'est la faute au lieutenant Polo, je tiens à le préciser, qui leur a dit de reculer et quand ils ont reculé, il y a l'autre lieutenant qui a dit non mais c'est quoi ça, c'est une honte, et ils ont été fusillés pour l'exemple. Hein. Ils ont été réhabilités dans les années 1920, mais le mal était fait pour eux et pour leur famille. Hein. Il y a une nécropole franco-britannique. Donc là, vous avez les stèles britanniques. Voilà. Et tout le reste, c'est les stèles françaises. Donc on est dans une des régions de France où il y a le plus évidemment de nécropoles, hein, avec l'Argonne aussi. L'Argonne en a évidemment beaucoup. Donc il y a quand même une spécificité au cimetière. Un cimetière français, il y aura toujours la même chose. Il y aura 2 piliers à l'entrée avec un portail. Dans un des piliers, vous aurez toujours le registre. Donc il est toujours là et vous pouvez venir le regarder. En fait, il est toujours accessible. Il y a toujours rangé dans une pochette, toujours, hein, ce sera toujours comme ça. Vous aurez le registre avec le plan des sépultures pour trouver éventuellement la tombe. Et le cahier des visiteurs, voilà, où on peut écrire, voilà, vous voyez quelqu'un, 12 juillet dernier, voilà, qui venait de Ratisbonne, voilà, venu, et les gens écrivent, voilà. Ça, toujours dans un cimetière français. Ensuite, vous aurez toujours un mât avec le drapeau français, ça c'est une obligation. Tous les cimetières français se font comme ça. Et toutes les tombes, sauf confession musulmane ou judaïque, c'est des croix. Des croix latines avec le corps qui est enterré devant la croix. Donc quand on marche sur les corps. Toujours comme ça. Le cimetière anglais, donc là on n'a pas rapatrié ces Anglais-là par exemple dans le cimetière de Vauboin, parce que le cimetière de Vauboin il est intéressant pour ça, il est sur la nationale 2. Hein. Le cimetière de Vauboin c'est un triple nationalité, parce que vous avez français, britannique, allemand. Donc ça est très intéressant parce que justement du point de vue du paysage, on a les trois façons de concevoir le cimetière. Et ces 3 façons relativement différentes. Donc les Anglais, quand vous avez une nécropole anglaise, alors là on ne l'a pas parce qu'ils sont dans la nécropole française, mais une nécropole anglaise, vous aurez toujours la croix du martyr. L'épée, c'est une épée qui est plantée en forme de croix,
qui indique le site du martyr. Et s'il y a plus de 400 sépultures, il y aura la pierre du sacrifice, qui est une pierre qui est posée comme un grand menhir qui fait 10 tonnes. C'est une obligation. Au niveau des stèles, on est sur des stèles, vous voyez, qui sont voilà, plus de forme quadrilatère, avec éventuellement une croix latine pour indiquer la confession. Vous aurez en général donc une petite gravure qui va représenter en fait l'insigne qu'on avait en général sur le képi, voilà, de quel bataillon, etc. On a l'âge de la mort, le jour de la mort, le régiment, et sous la croix, en général, une petite phrase que la famille a demandé de rajouter. Donc par exemple sur la deuxième, on voit, c'est une petite phrase en dessous, hein. Oui. All for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still. Ça, c'est les parents qui ont demandé, la famille qui a demandé à inscrire ceci. Voilà, donc, alors tout le monde ne l'a pas fait, mais c'était une possibilité. Chez les Français, on est plus simple, on a le nom, le prénom, le grade, et mort pour la France, telle date. C'est tout. Alors après, vous voyez là, on a en face, on a une tombe juive, avec la croix de David, et puis encore plus à droite, on a une tombe. Alors il y en a qui n'ont rien, une stèle qui ressemble un peu plus à des stèles anglaises, c'est ceux qui étaient neutres, qui n'avaient pas de confession. On peut aussi l'indiquer, c'est plus rare, toutes carrées, c'est ceux qui n'avaient pas de religion. À cette époque, on pouvait plus ou moins déjà le faire. Voilà, mais on voit qu'on a pas mal de soldats des colonies, et que évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces gars-là, leurs familles ne sont pas forcément venues les pleurer. Hein. Alors, les nécropoles, en fait, elles vont se mettre en place. On va commencer à les faire de ce point de vue-là, enfin, à faire un paysagisme spécifique aux nécropoles à partir des années 1921. Pendant toute la période de la guerre, la chose compliquée, c'est que, comme je vous disais, sur les premières lignes, en général, ils sont ensevelis sous les trous d'obus. Hein. Alors déjà, vous les retrouvez. Hein. Donc, si jamais le corps est complet et qu'on ne peut pas le rapatrier, des fois, juste un peu de terre au-dessus du trou d'obus, et puis voilà. Et donc, on les retrouve par la suite, on les déterre pour les réenterrer. On va avoir des cimetières un peu plus importants sur les bases arrières au niveau des infirmeries. Donc là, à ce moment-là, on va dédier une zone à un endroit dit pour faire une nécropole. Donc ça peut être une nécropole française, une nécropole allemande. Donc si on est dans un village, on peut aussi réquisitionner le cimetière du village. Parce qu'il y a une législation qui faisait qu'à cette époque-là, le maire était responsable de l'enterrement. Donc on préférait le mettre dans le cimetière du village. En place, c'est très compliqué. Et si les gens en ont les moyens, en fait, ils vont acheter une petite concession à cet emplacement et vont mettre un monument. Mais je crois qu'en général, c'est assez rare et que les corps, en fait, sont déplacés, qu'on met une stèle à l'endroit où il avait été enterré ou à l'endroit où il est tombé. Voilà. C'est souvent comme ça. Mais il peut y avoir des endroits où on a encore les corps. Je crois par exemple à la citadelle de Laon, sur la butte d'artillerie, les fusillés par les Allemands, ils sont encore là, les civils. Moi, c'est ce que j'avais appris. Quand on passe dans les chemins, qu'on voit des stèles, des monuments, c'est souvent des morceaux de terrain qui ont été rachetés par les familles qui font un petit mausolée. En général, enterré sur la ligne, ensuite enterré dans un cimetière, puis ensuite réenterré dans une nécropole. Donc il y a eu un réel mouvement de corps. Donc il y a encore des corps dont on ne sait pas où ils sont, donc on remonte fréquemment, surtout dans ce secteur-là. De toute façon, voilà. Et donc on a regroupé en général par nationalité ou par colonie, en fait, provenance, les corps. Et alors on peut avoir, alors après il y en a qui vont être tombés à Pali, il y en a qui vont être tombés à Cuffy, il y en a qui vont être tombés à Crouy. Il y a plusieurs dates en fait, là ils sont pas tous morts au même moment. Vous voyez par exemple 1917, là le premier côté. Et tout en haut, donc tout en haut, juste contre le drapeau, à droite et à gauche vous avez une espèce de parterre de fleurs. Ça c'est toujours comme ça dans les nécropoles françaises, c'est un ossuaire. Sous le parterre de fleurs, vous avez les morceaux des gars qu'on n'a pas pu enterrer parce qu'ils étaient trop en pièces détachées. Et sur les ossuaires, si on avait les plaques, on met le nom de ceux qu'on a pu identifier. Mais en général, ils ne sont pas identifiés.
Les soldats inconnus. Voilà, le soldat inconnu au l'Arc de Triomphe, c'est un ossuaire en fait. C'est des morceaux de gars qu'on a enterrés là parce qu'on savait pas qui c'était. Les cimetières britanniques, vous avez aussi des piliers avec un registre, et dans les cimetières allemands aussi. Donc c'est entretenu par évidemment le gouvernement du pays, mais l'entretien advient au territoire français. Après, du point de vue du paysagisme, les Anglais sont un peu pareils, hein. Ils vont fleurir avec des fleurs assez basses, mais ils vont avoir tendance à un peu plus arborer. Personnellement, j'aime beaucoup les cimetières anglais parce qu'ils arborent beaucoup, et ceux qui sont extrêmement beaux aussi, il y en a pas mal qui sont classés aujourd'hui patrimoine mondial, c'est les Allemands. Les Allemands sont très arborés, très ouverts, je sais pas si vous avez vu. Mais les nécropoles en fait, les nécropoles allemandes, elles ont été faites à partir des années 1966. Les nécropoles telles qu'on les connaît. Donc, et c'est pour ça que les stèles sont en général de beaucoup moins mauvaise qualité que les pierres françaises, les croix françaises, parce qu'elles sont en béton armé et que ça a été fait au plus vite comme on pouvait, que les Allemands, on est dans les 30 glorieuses. Donc on va chercher du grès rose, on va chercher de la pierre de Tournai. Donc on a des pierres de bien plus belle qualité, et c'est beaucoup plus ouvert. Parce que dans les cimetières allemands, vous avez une croix, 4 gars. Un par coin de croix. Donc c'est extrêmement ouvert. Donc sur une croix, sur les deux faces, vous aurez 2 mecs. Et de l'autre côté, vous aurez 2 gars. Ce qui fait que c'est très ouvert, c'est grand. Et ils mettent beaucoup d'arbres, beaucoup de choses comme ça. Donc celui de Soupir est particulièrement beau. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur les cimetières, je vous invite à lire un texte de Guy Flucher qui s'appelle Le chemin des dames, du champ d'honneur au champ des morts, qui retrace justement l'historique de ces cimetières, qui est très intéressant. Voilà, donc j'ai fait un petit tour de Crouy. Bien, et on bravo. va retourner à la mairie, tranquillement. Ouais. On monte pas là-haut, non? Non. Non. On va, Ça nous aurait dégourdi un peu les gens. C'est- Non, non. Donc nous marchons sur une terre d'histoire. Bah oui, bien d'accord. Et puis ça, on en remonte des charges sur cette terre d'histoire, Oui. des obus. Un grand merci. Chapelle. Un grand merci pour cette belle explication. Merci à vous pour votre accueil. Ça a été un plaisir. Ah oui, on a le fils de Jean-Casimir Perrier, Claude Casimir Perrier, donc Jean-Casimir Perrier qui était président de la France pendant 6 mois, de 1894 à 1895, qui est enterré ici.